Bonjour, donc comme je vous l'avais dit, je vous fais une petite vidéo pour vous corriger la partie 3 donc de l'enjambeur, hein, le dispositif qui permettait de tailler les vignes en automatique. On vous explique que l'objectif de la partie-là est de valider la gestion du parcours sur la parcelle en mode autonome et en mode pilote à distance. Donc on vous réexplique rapidement que les vignes sont bien droites et que l'on met l'enjambeur à l'entrée et que lui va se déplacer à travers les vignes. On vous explique le principe qui est utilisé au niveau de l'enjambeur, au niveau des moteurs et comment on va réaliser donc le demi-tour en bout de parcelle à chaque fois avec une partie pivotante. On vous donne donc également à chaque fois l'explication de comment vont être faits donc les signaux pour commander le moteur, les capteurs, les différents capteurs. Donc vous avez deux signaux, un qui permet de faire le moteur en rotation qui permet de faire avancer les roues, donc de faire tourner les différentes roues qui sont quatre roues motrices, on a bien expliqué au départ dans le sujet. Un qui permet de faire pivoter donc les têtes de roue ici. Donc vous avez un moteur qui permet de faire tourner les roues pour donc faire demi-tour. Vous avez deux autres moteurs, enfin deux autres actionneurs à l'arrière qui permettent un de faire descendre qui s'appelle DO, l'outil qui est placé à l'arrière, et un qui fait monter qui s'appelle MO. Des fins de course, eux, qui s'appellent le fin de course PHO, donc qui permet d'atteindre la position haute de l'outil, un qui permet de positionner l'outil en position basse et un qui permet de déterminer, donc qui s'appelle PV, est-ce que le dispositif s'est bien replacé par rapport au GPS. On vous explique qu'il y a trois phases. Voilà un chronogramme qui a été fait entre deux rangs de vignes. C'est-à-dire qu'au départ, on a une phase où il se positionne. On positionne ici, il entre dans la ligne de vigne. Il va être en phase de descente d'outil qui est bien là, la phase 1. En phase 2, il se déplace tout droit en suivant la ligne de vigne. Une fois qu'il arrive au bout, il remonte son outil. Et une fois qu'il a remonté son outil, il fait demi-tour pour se placer à la seconde ligne. Donc ça, c'était la partie qu'on vous donnait. Ensuite, on vous donnait donc une première question, hein. On vous disait, à partir de la description précédente et des différentes figures que l'on vous a données juste à côté, on voulait que vous remplissiez le document DR2, l'état des variables, donc moteur de rotation qui permettent de faire l'avance, et celui de moteur de pivotement, durant les quatre phases que l'on venait de décrire, du déplacement entre les points d'une vigne. Donc ce document, si je vais leur chercher le document DR2, il se trouve ici. C'est un tableau et on vous demande donc de dire qu'est-ce qui se passe en phase 1. On a dit que la phase 1 était la descente d'outils, l'attente de descente d'outils. Donc vous imaginez bien que le robot ne doit pas se déplacer en phase de descente d'outils. Donc ça veut dire que les moteurs en rotation et les moteurs de pivotement sont eux tous les deux à 0, bien sûr. Dans la phase 1, nous avons dit que c'était l'endroit où le robot se déplace le long d'une ligne pour effectuer son travail, donc il est en déplacement, donc seuls les moteurs de rotation sont mis en action. La phase 3, c'est la remontée d'outils, donc le robot est arrêté, il ne tourne pas. Et la phase 4, c'est la phase de repositionnement qui permet de positionner dans la ligne suivante, on va dire le robot. Donc c'est à ce moment-là que les deux moteurs se mettent en route, hein, parce qu'il avance et tourne en même temps pour se repositionner. Donc les moteurs de rotation sont en positionnement et le moteur de positionnement donc, se met en place. Donc ça c'était la réponse à la question 14. Ensuite, on vous disait, suite à cette question 14, on vous disait, à partir de ce que vous venez de faire, hein, complétez le document réponse DR3, qui est un graphe d'état, décrivant le fonctionnement du dispositif. Toujours sur le document réponse DR1, complétez le code Python, qui permet de faire la fonction monter outil ou alors demi-tour outil. Donc si je vais le document réponse qui était suivant, on a un diagramme d'état qui vous est donné donc ici. Ce diagramme d'état, je vous rappelle, il commence toujours, on en a parlé hier encore, par un rond plein qui se trouve donc ici, ça c'est le départ. On voit bien que la première chose c'est la descente d'outils. Et on vous dit que la fonction c'est descendre d'outils. On voit bien que la montée d'outils est à 0 ici. Et on vous dit qu'on va descendre l'outil jusqu'à temps que on va descendre l'outil et quand on va en sortir on arrêtera la descente d'outils. Bien sûr ça semble normal. On va attendre ça jusqu'à temps que le fin de course bas soit donc actif. Donc ça veut dire que cette fonction qui est là sera donc en action jusqu'à temps que nous n'aurons pas fait l'étape qui est là, que nous n'aurons pas éteint cette étape là, qui veut dire que la position basse de l'outil est réalisée.
Une fois que la position base de l'outil est réalisée, on voit bien qu'on a l'avance du moteur de roue ici. Elle ne s'arrêtera que quand on sera arrivé en position finale, au bout de la ligne, quand PV sera égal à 1. Ensuite, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Avant de faire demi-tour, on doit remonter l'outil. Donc on voit bien qu'on a remonté l'outil. Et on devrait aussi avoir, en même temps, si on respecte la règle qui est là-bas, on devra avoir DO qui devrait être égal, on devra avoir une virgule, et on devra avoir DO qui devrait être égal à 0. Donc pas de descente d'outil en même temps que la montée d'outil. Ceci sera atteint quand on aura la position haute de l'outil. Donc on fera ceci le temps que la position haute sera atteinte. On voit bien ensuite qu'on a le demi-tour qui se fait et on a bien nos deux moteurs, hein, comme on l'a rempli dans le tableau d'avant, le moteur de pivotement, le moteur de rotation qui est en marche, jusque temps, ça s'arrêtera au moment où la position atteinte sera faite. Donc là on a rempli grossièrement le diagramme des états d'une trame. Alors maintenant, on vous demandait, à partir de ça bien sûr, ça va nous aider à remplir la partie qui s'appelle les différentes fonctions montée outil. Donc montée outil, vous regardez, elle est bien ici, montée outil c'est celle-là. On vous dit tant que PH. Alors la montée d'outil c'était où? Ah non, montée d'outil, excusez-moi, elle est là, je me trompe, montée d'outil est en bas. Tant que PH will, alors on vous dit, on définit la fonction qui s'appelle montée outil, on vous dit tant que PH O n'a pas fait quelque chose, donc le will va se faire, le will c'est tant que il va effectuer ceci, et ben tant qu'il va être à 0, vous êtes bien d'accord, puisque là on attend qu'il soit égal à 1, donc on va lui mettre tant que nous sommes égal à 0. On va avoir montée d'outil qui est égal à 1, descente d'outil qui est égal à 0, c'est bien ce que nous avons rajouté, et on a le capteur, hein, P vérifie la position de l'outil. Donc on est en train d'appeler la fonction vérification de l'outil. Une fois qu'on sort de là, on aura, c'est bien la partie là, on remet à 0 la montée d'outil. Faire tourner, alors dans faire tourner, qu'est-ce qu'on a? On va attendre que tant que PV sera égal à 0, bien sûr, parce que c'est la condition inverse de celle qui est ici, hein. Tant que PV égale 0, on aura les deux moteurs qui sont à 1, on vérifie la position d'alignement et on a terminé. Donc là, le remplissage de ce diagramme-là se fait bien sûr à l'aide, enfin de ces programmes Python, se fait à l'aide du diagramme d'état qui était là, mais attention, vous avez bien vu là, cette transition, on ne peut passer d'une transition à l'autre, d'un état à l'autre quand la transition est active, alors que là on a bien mis will, tant que on a quelque chose, donc c'est bien l'état inverse de la transition qu'il fallait mettre dans la condition. Ensuite, donc nous avons répondu à la question 15, oui 15 c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Nous allons donc aller à la question, alors je regarde laquelle est la suivante, bien sûr, on était arrivé ici, la 15 elle est là. On vous explique que le positionnement est réalisé à l'aide d'un GPS et en plus d'une, on va dire, d'un module spécial sur le GPS, enfin d'une façon spéciale de calculer les écarts qui s'appelle une façon, la technologie RTK, qui permet de se positionner beaucoup plus précisément qu'un GPS classique embarqué dans une voiture ou des choses comme ça. On vous dit qu'on a réalisé un modèle multiphysique de ça, et donc dans ce GPS RTK, le principe est de mesurer des écarts sur la longitude ici et la latitude par rapport au point M où on veut se positionner, hein, sur la longitude, latitude normale, et puis que, une fois que l'on a fait cela, on vous explique que on a relevé à travers le modèle multiphysique habituel, enfin qu'ils ont fait, un écart longitudinal et sur un positionnement et un de latitude. On vous explique que dans le mesure de ces écarts, on peut les mesurer en minutes, degrés, secondes, etc. Que une minute d'arc correspond à 1855 mètres et que au niveau des degrés, 1 degré correspond à 60 minutes. Sur la figure 14 qui est donc ici, on vous demande de relever les écarts de position maximale en longitude et en latitude. On voit bien qu'on passe d'une position positive à une position négative. L'écart maximum sur la longitude, il se trouve ici, vous êtes bien d'accord, hein, à 9,327 10-8. Et sur la latitude, c'est celui qui se trouve en E, le marqueur qui est là, qui donne le maximum de déviation par rapport au 0. On vous demande d'en déduire leur valeur en centimètres. Donc pour déduire leur valeur en centimètres, il suffit de faire un petit calcul. Je vais mettre sur le côté là si je peux.
On va en prendre un et puis vous ferez le deuxième après, mais vous verrez. Je vais prendre, je crois que c'est le plus grand, presque le plus grand. Non, je vais prendre celui-là, mais avec le peu d'écart qu'il y a entre les deux, ça donnera presque la même valeur. On peut dire que, on va dire, 1 degré donne 60 minutes, vous êtes bien d'accord? Ça donne 60 minutes. Si nous avons ici en degrés, on a 9,327 fois 10 moins 8, et ben combien ça fait de minutes? Si vous faites le calcul avec votre calculatrice, le produit en croix, enfin le rapport de proportionnalité comme vous voulez, hein, vous multipliez donc, si on veut celui-ci, on va le passer là et on va multiplier là, donc on va obtenir quelque chose qui fait 0,000, si je ne me trompe pas, il y a 5 zéros, 5 0, 5, 5, et puis 4, 2, donc ça c'est des minutes que vous allez obtenir. Une fois que vous avez ces minutes, vous savez, on peut réécrire tout de suite que cette valeur en minutes, enfin une minute, donne eh ben, 1855 mètres, et là on cherche la valeur qu'il y a là, et vous avez cette valeur-là en minutes. Donc vous réeffectuez votre calcul avec toujours une deuxième règle de proportionnalité, et vous tombez après calcul, hein, vous ferez le calcul, vous tomberez sur 0,0102 mètres. Et là, vous ferez le même calcul avec le 944. 944, ça ne va pas changer grand-chose, on va tomber à 1,0 quelque chose. Et on vous dit, on impose dans l'exigence un écart de 1 cm. On voit bien que là, on a 1,02 cm. Conclure quant au respect de l'exigence. Eh ben, on a bien respecté l'exigence, hein, vu que eh ben, on se trouve inférieur à nos 1,5 cm donnés par l'exigence. Donc, il n'y a aucun problème. On vous explique ensuite que eh ben, pour piloter ce robot et tout ce qui va bien, il va falloir mettre dessus tout un système avec des caméras, bien sûr. 8 caméras sur le dispositif, vous allez voir un peu plus loin. C'est peut-être marqué là, mais on le voit un peu plus loin, vous en parle un peu plus loin. Que celles-ci, ces caméras sont reliées à un routeur qui forme un réseau, et que tout ça est relié également par du Wi-Fi à des tablettes ou des smartphones qui permettent de commander. Donc je crois 2 smartphones, si je ne me trompe pas dans la suite du document. On vous dit également, alors on vous explique rapidement, comme on a vu dans le cours dans l'année, qu'un réseau est dans un réseau, pour s'identifier, il y a des adresses dites IP, hein, qui veut dire Internet Protocol, qu'il y a un masque de sous-réseau. Les adresses IP sont des IP V4, donc sur 4 octets, 4 x 8 bits, 32 bits. On pourra trouver dans les années à venir les IPv6, mais là c'est de l'IPv4. On vous explique en faisant un et logique entre l'adresse IP qui est donné et le masque de sous-réseau, on fait un et logique. Donc je vous rappelle que dans le et logique, tout ce qui est à 0 ne passe pas, c'est-à-dire tous les 0 et 0 donnent 0, et 0 et 1 donnent également 0, mais par contre tout ce qui est à 1 est recopilé 1. Donc quand on fait ce et logique avec le masque de sous-réseau, on obtient l'adresse du réseau correspondant qui est là, on la retraduit, et puis on peut donc après en déterminer plein de choses. On vous dit déterminer l'adresse IP du réseau, sachant que l'on vous donne les paramètres qui sont là. L'adresse IP d'une caméra est de 192.168.0.69, que le masque de sous-réseau est 255.255.255.0, donc c'est la même opération que ça en haut, sauf que il va falloir mettre en binaire le 192.168.0.69. 192, si on le met en binaire, ça va donner, me semble-t-il, 1, 128 et 64 donne 192, me semble-t-il, hein. Donc ça va donner 1, 2, 3, 4. Alors attendez que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. 10, et ben 10 c'est 8. Donc 8 et 2, voilà. Ensuite je vais avoir 1. Donc 1, c'est tout au bout. Là j'en ai 4. 1. Et puis le dernier, j'écris pas droit, excusez-moi, le 54, donc j'ai pas besoin de 128, j'ai pas besoin de 64, j'ai besoin de 32. Si j'enlève 32, ça fait
2, si je ne me trompe pas. 22, j'ai besoin de 16. 22, pour aller à 16, il me reste 6. Je n'ai pas besoin de 8, j'ai besoin de 4, j'ai besoin de 2, j'ai besoin de 0. Et puis ensuite, je fais un et, donc le point, avec tout des 1 partout ici. Hop, je mets tout des 1 ici. Donc il y en a 8. J'en mets 8 jusqu'à ici. Et tout ça, c'est à 0. Donc grossièrement, ce qu'il en ressort, c'est le code qu'il y avait là, ici, à chaque fois. Ça se recopie, ça se recopie, ça se recopie ici, ici, ici. Ce qui était ici vaut 0, puisque 1 est avec que des 0. Alors au final, quand je regarde, ce qui va ressortir grossièrement, c'est les 3 octets de départ, le dernier sera 0. Donc l'adresse du réseau sera 192.168.0. Point 0 pour la dernière partie, puisque cette partie 0 élimine le code qui est là. Vous êtes bien d'accord? En déduire le nombre d'appareils que l'on va pouvoir mettre sur le réseau. Alors on vous a expliqué que pour le réseau, on a besoin, le routeur nécessite une adresse IP, on vous a ajouté ça, donc c'est l'adresse de base. Ce routeur, c'est l'adresse qu'on appelle, grossièrement, elle prend l'adresse du réseau. On a également besoin d'une adresse de broadcast, si je vous rappelais bien. Alors là, ils ne précisent pas le broadcast, donc je ne sais pas dans la correction ce qu'ils vont dire. On sait que comme on a, sur un octet, on a 2 puissance 8 combinaisons, donc ça donne 256 possibilités. On enlève cette adresse de routeur, donc ça fait plus que 255 possibilités. On enlève le broadcast parce que normalement il doit être obligatoire. Je pense que dans la correction, si vous parlez qu'il y a un broadcast, eh ben, on ne viendra pas vous embêter. Donc il nous resterait 254 cas possibles de connexion. On vous dit que l'on veut connecter 8 caméras de tablettes qui sont 10, donc 10 sur 254 possibilités. L'exigence est réalisée et on a donc résolu notre problème. On peut donc connecter sur ce réseau. On pourrait même rajouter encore beaucoup plus de choses puisqu'on est largement en dessous de la possibilité de ce réseau informatique. Et donc cette partie sujet était terminée. Donc j'espère que ça va vous servir pour réviser un peu pour l'examen de lundi. Je vous remercie et je vais vous faire une deuxième vidéo bientôt.